Dans cette perspective, constitue, à n'en pas douter, une réponse possible à la question de la répartition des fonctions administratives entre l'État, qu'il soit de type unitaire ou fédéral, et les collectivités publiques. Tandis que la centralisation choisit de concentrer la gestion de l'ensemble des affaires administratives d'un pays aux mains des services de l'État, la décentralisation revient à transférer certaines attributions du pouvoir central au profit d'autres administrations, d'autres personnes administratives, qu'elles soient territoriales ou spécialisées. La mise en œuvre de la décentralisation suppose que 3 conditions soient réunies. La première condition, c'est qu'il faudra isoler parmi les besoins auxquels l'administration doit pourvoir ce qui présente à titre principal un caractère local. Car il n'est pas question que l'État central renonce à son pouvoir régalien, notamment la défense. Deuxième condition, il faut ensuite doter ces collectivités locales d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion. Enfin, troisième condition, il faut que les organes exécutifs de ces collectivités soient tenus en leur sein et non désignés par l'État et qu'ils jouissent d'une réelle autonomie à l'égard du pouvoir central. On peut donc estimer que la décentralisation est mise en œuvre dès lors que la loi accorde à des organes élus par une collectivité personnalisée un pouvoir de décision sur les affaires locales. Relevant de la gestion publique, la décentralisation est perçue sous plusieurs angles et sous divers cadres théoriques. La décentralisation peut être appréhendée sous l'angle politique, en ce sens qu'elle accorde plus de pouvoir et de participation à la base. Elle est aussi perçue sous l'angle économique, en tant qu'elle favorise la promotion du développement local, et même sous l'angle socio-culturel, car il s'agit de la promotion du savoir et du savoir-faire local. La décentralisation est appréhendée aussi par plusieurs cadres théoriques. C'est ainsi que, selon les théories d'obédience libérale, la décentralisation est une garantie de stabilité, de démocratie et de développement, puisqu'elle rapproche gouvernants et citoyens en institutionnalisant la participation locale, en mobilisant les ressources locales pour des objectifs de développement, tout en les gérant de manière transparente et rationnelle. Quant aux économistes de l'école normative, ils ont avancé la théorie du choix public pour persuader qu'un individu, je cite, est apte à percevoir lui-même si les biens publics locaux fournis rencontrent ses propres préférences. Pour ces économistes, sous condition d'un choix assez libre, la fourniture de certains biens publics est économiquement plus efficace lorsqu'un grand nombre d'institutions locales sont engagées que lorsque le gouvernement central seul en est le fournisseur. Pour les gestionnaires de la même école, la concentration des services soulève une foule de problèmes et réduit la satisfaction des consommateurs. La décentralisation permet ainsi de surmonter beaucoup de ces écueils et soulage les populations grâce à la fourniture efficace et responsable des biens et services. Mais quel que soit l'angle où l'on l'appréhende, la décentralisation apparaît toujours comme une volonté et un fait. Une volonté en ce sens que derrière la décentralisation, il y a toujours la volonté pour les peuples d'avoir accès à la modernité, de vouloir s'auto-administrer et surtout la volonté de se gérer à la façon du pays. La décentralisation est également le produit d'un fait, car on y rencontre une pluralité de normes, d'institutions et d'acteurs qui ne doivent pas seulement exister, mais qui doivent justifier leur existence. Au sens où Jean-Pierre Olivier Desardins peut même parler d'arène ou de marché de la décentralisation. Ainsi conçue,
l'on est en droit de se poser la question suivante. Au regard de l'expérience des pays francophones d'Afrique, comment la décentralisation agit-elle sur la paix? Quelle est sa propension à réaliser la paix et la stabilité dans des contextes chrysogènes? La réponse à cette interrogation nous permet de démontrer que la décentralisation agit sur la paix selon 3 modalités qui constituent les 3 moments de notre intervention. Première modalité, c'est que la décentralisation permet de juguler les conflits désintégrateurs. Deuxième modalité, la décentralisation permet l'expression des élites locales et la promotion de la démocratie locale. Et enfin, la décentralisation agit sur la paix en ce sens qu'elle suscite le développement économique local. Décentraliser pour juguler les conflits désintégrateurs. La posture sur la décentralisation prônée par les pères des indépendances africaines, qui a été appliquée aussi jusqu'aux années 90, a vite montré ses limites. Elle n'a pas été suivie par une volonté politique ferme et un transfert concomitant des ressources financières et humaines au niveau local. Il en a résulté des crises multidimensionnelles, créant une instabilité, voire une ingouvernabilité à tous les niveaux. À tel point que le professeur Maurice Aharazo soulignait, je cite, « L'instabilité constitutionnelle est due à la recherche constante d'institutions adaptées aux besoins et au niveau de développement économique, social et culturel des Africains. » Du coup, la décentralisation qui sommeillait fut remise en selle pour trouver des solutions idoines aux conflits désintégrateurs, dont 4 tendances en Afrique francophone méritent d'être mises en exergue. La première tendance, c'est le régionalisme. La deuxième tendance, c'est le sécessionnisme. La troisième tendance, c'est l'irrédentisme. Et la dernière, c'est le putschisme. Le régionalisme est la tendance à privilégier les intérêts de la région au détriment de ceux de l'État. Le régionalisme peut, dans les cas extrêmes, aboutir à la sécession et donc à l'éclatement de l'État unitaire dans le contexte ouest-africain. C'est cette tendance qui nourrit maintes rébellions passées et présentes. Il s'apparente dans cette optique au communautarisme, au tribalisme, voire l'ethnicisme à un échelon plus large. La montée des nationalismes régionaux est souvent motivée par un sentiment d'abandon et une forte volonté de centralisation de l'État. En Afrique francophone, la régionalisation pratiquée par l'État n'est que la reconnaissance volontaire ou involontaire de cette attitude en vue de reconnaître par une politique large d'autonomie les particularismes régionaux qui sont légion. À côté du régionalisme, la décentralisation aussi permet de juguler le sécessionnisme. Du latin sécessio signifiant retrait, séparer, le sécessionnisme est la propension par une partie de la population de se séparer de la collectivité en vue de former un État distinct ou de se réunir à un autre État. À l'issue de la colonisation, effectivement, il y a eu des découpages qui n'ont pas tenu compte de l'occupation géographique par les différentes ethnies. Donc il s'en est résulté une répartition de certaines ethnies entre différents pays. Mais l'esprit, l'identité culturelle et l'esprit de ce nationalisme est souvent resté et est devenu un problème face à l'État centralisateur. C'est pourquoi, dès le début des indépendances, les différents pays africains ont été confrontés à des mouvements sécessionnistes. Je rappelle la sécession du Katanga au Congo belge, celle du Biafra au Nigeria, le problème anglophone du Cameroun en sont des exemples illustratifs. Mais au-delà, tous les pays francophones, comme des volcans en sourdine, connaissent l'ère sud ou l'ère nord potentiellement sécessionnistes. À côté du sécessionnisme, il y a également l'irrédentisme, dont la décentralisation est envisagée comme une autre solution. L'irrédentisme vient de l'italien irredentismo, de irredento, non libéré, non délivré, non racheté. Et dans les mêmes contextes, signifie
doctrine ou opinion par laquelle les populations de langue italienne qui ne faisaient pas partie du royaume d'Italie constitué devaient lui revenir et d'ici là être considérées comme n'étant pas encore libérées. En fait, l'irrédentisme s'enracine dans l'inattention, dans le fait d'ignorer ou de ne pas privilégier la particularité de certaines collectivités territoriales dans un ensemble indivisible. Le statut juridique d'une collectivité territoriale s'avère un moyen de lutter contre les mouvements irrédentistes. Au niveau de l'Afrique francophone, il y a la situation particulière de la minorité touareg à propos de laquelle l'on parle souvent d'irrédentisme qui a généré maintes rébellions. Ainsi, selon Sékou Touré Lawel, je le cite, le conflit touareg au Niger était au départ une revendication identitaire tendant à une quête d'autodétermination. Par la suite, la dimension ethnique a été peu à peu abandonnée puisque la majorité des Touaregs ont un vouloir vivre commun avec les restes de la population. Mais au Mali, par exemple, l'irrédentisme demeure au centre de leur combat et les rebelles du MNLA ont conquis le nord du pays avec l'aide des fondamentalistes musulmans. Malheureusement, le facteur ethnique est souvent utilisé à dessein pour son effet mobilisateur, car permettant de raviver certains traumatismes, les différences entre les communautés sont souvent exacerbées et exploitées à des fins politiques. C'est aussi un conflit interne qui déborde vers un conflit régional, puisqu'il y a diffusion vers des pays voisins comme l'Algérie, la Libye ou le Burkina Faso. Au-delà de l'irrédentisme, il y a lieu de souligner que la décentralisation aussi est souvent mise en avant pour juguler un autre facteur générateur de conflits, à savoir les coups d'État récurrents. Ces coups d'État récurrents témoignent des difficultés d'exercice du pouvoir dans un contexte de sous-développement et d'immobilisme politique. Ce qui génère des frustrations lorsque les contradictions politiques, économiques et sociales viennent exacerber les difficultés structurelles de ces États unitaires que la structure du pouvoir étant justement centralisée ne permet de juguler. L'armée aux aguets, soit de son chef ou pour parachever les soulèvements populaires, s'empare du pouvoir. L'on pensait que la démocratisation, avec ses clauses de limitation des mandats et son credo de bonne gouvernance, allait mettre un terme à cet état de fait. Mais la structure et la pratique centralisatrice, dotées d'une incroyable force d'inertie, ne favorisent guère le renouvellement générationnel et l'efficacité administrative dans la gouvernance de ces pays foncièrement, structurellement faibles. Le Mali illustre bien cette situation avec 4 coups d'État en 60 ans d'indépendance, à telle enseigne que le chef de l'État nigérien Mohamed Issoufou, président en exercice de la CEDEAO au moment de la crise de 2020, a parlé de putschisme comme s'il y avait un penchant quasi naturel au putsch. Mais le vrai problème demeure l'ingouvernabilité de ces pays polyarchiques par un système centralisateur visible et occulte. Si la décentralisation permet de juguler les conflits désintégrateurs, il n'en demeure pas moins qu'elle permet aussi d'agir sur la paix en permettant l'expression des élites locales et la démocratie locale. Décentraliser pour permettre l'expression des élites locales et la démocratie locale. Ici, 2 aspects méritent d'être soulignés. Le premier aspect, c'est que la décentralisation, en permettant l'expression des élites locales, agit fortement sur la paix. Et de l'autre côté, la décentralisation, en promouvant la démocratie locale, permet aussi d'agir sur la paix par la participation des populations à la gestion des affaires les concernant. La notion d'élite locale englobe 3 catégories à divers niveaux de responsabilité. Il y a bien entendu les élites coutumières ou traditionnelles qui sont dépositaires de l'autorité traditionnelle. Il y a également aussi les élites cadres ressortissants de ces différentes localités et les élites locales stricto sensu issues de la décentralisation. Pour les élites traditionnelles, le processus de la décentralisation a été considéré comme une sorte de retour du pouvoir à la maison ou au village. En ce qui concerne les cadres ressortissants,
c'est leur légitimité qui est valorisée, puisqu'il permet effectivement d'avoir plus de responsabilités, non seulement au sein des partis politiques, mais aussi au niveau de l'appareil d'État. Quant aux élites même en charge de la gestion des collectivités locales, la décentralisation permet de leur donner des moyens plus conséquents. Ils cesseront d'être des chefs de paille, parce qu'avec plus de moyens et plus de compétences, ils ont la capacité de développer les différentes collectivités dont ils ont la charge. Ce qu'il faut souligner à ce niveau, c'est que ce sont ces élites, peu ou prou, qui animent, soit depuis leurs fiefs locaux ou dans les capitales, les mouvements conflictuels. Ils sont les vecteurs de la politisation des conflits et comptent très souvent intégrer les jeux politiques nationaux par les négociations qui s'ensuivent. Et justement, les différents pactes ou accords politiques consacrent généralement ces vœux. Pour illustrer, il en est ainsi par exemple du pacte national du 11 avril 1992 conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad consacrant le statut particulier au nord du Mali. Il en est aussi de l'accord établissant une paix définitive entre le gouvernement de la République du Niger et l'organisation de la résistance armée ORA, conclu le 24 avril 1995 à Niamey, Niger. Les derniers accords de paix et de réconciliation signés en Algérie témoignent aussi effectivement de cette volonté de promotion des élites locales à travers une politique de régionalisation et de décentralisation très poussée. Mais très souvent, ces accords qui, au moment, permettent effectivement d'éteindre le feu, n'empêchent pas, bien entendu, la résurgence des conflits, car les promesses, très souvent, ne sont pas tenues. Si la décentralisation agit sur les élites locales, il ne demeure pas moins que la décentralisation aussi agit sur la paix par la mobilisation des populations à travers la promotion de la démocratie locale. La démocratie, comme nous le savons tous, est le pouvoir du peuple par le peuple, hors de toute hérédité. Elle se matérialise alors dans la décentralisation par trois volets. Il y a le volet institutionnel, le volet normatif et le volet participatif. Le volet institutionnel donne naissance au plan local à des assemblées représentatives. Le volet normatif constitue le soubassement et la garantie de la libre administration depuis sa constitutionnalisation jusqu'à sa traduction réglementaire en passant par sa consécration législative en suivant la hiérarchie des normes. Il correspond au pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Enfin, le volet participatif permet d'émerger la citoyenneté locale qui est au cœur de la démocratie. Car toute démocratie suppose une pleine et entière participation des populations à la conquête, à l'exercice et au contrôle du pouvoir local. C'est ainsi que Gandhi disait « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Dernière modalité qui permet à la décentralisation d'agir sur la paix, c'est sa capacité à susciter le développement économique local. Décentraliser pour susciter le développement économique local. Pour Alfred Sauvy, le développement se valide par des critères qui sont de nature économique, à savoir les niveaux d'équipement en matière de transport, l'ouverture aux échanges internationaux, la production et la consommation d'énergie et enfin la productivité de l'agriculture. Pour Robert Debourg, le développement désigne la croissance économique accompagnée d'une amélioration du bien-être matériel à l'intérieur d'un pays et, dans le cas précis, à l'intérieur de la collectivité donnée. Il implique une amélioration de l'alimentation des services sanitaires, des routes, la baisse de la mortalité. Ceci rejoint en des termes différents ce que Abraham Maslow a appelé les 7 catégories des besoins essentiels de l'homme. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et de sûreté, les besoins affectifs, les besoins de se réaliser, les besoins de connaître et comprendre, et enfin les besoins esthétiques. La libre administration et l'autonomie financière qui est au cœur de la décentralisation permet aux collectivités territoriales d'amorcer le développement local. Ces différentes compétences leur donnent la possibilité théorique d'avoir un patrimoine et de les gérer, mais aussi la possibilité pratique pour l'organisme décentralisé de se procurer
des ressources et de choisir leur emploi. Parvenir à un meilleur développement économique local impose aux collectivités territoriales une bonne gestion des finances locales et leur patrimoine. Il s'agit alors pour les responsables de ces collectivités de maîtriser la croissance économique avec les nouveaux régimes financiers, d'améliorer la gouvernance territoriale en favorisant un environnement propice à la libération des potentialités et des acteurs économiques, et surtout la responsabilisation des administrations élues. Dans cette perspective, la décentralisation implique un développement de nouvelles territorialités et d'une conception de la régulation du territoire à l'échelle régionale en lieu et place d'une approche nationale. Le développement, par exemple, de technopoles ou le développement d'agropoles sont des facteurs propices effectivement à l'émergence d'un développement territorial. Et comme nous venons de le souligner, la décentralisation a une propension à améliorer la paix et à créer la sécurité à travers non seulement sa capacité à juguler les conflits désincarnataires qui ont longtemps été la bête noire des différents pays d'Afrique francophone. La décentralisation aussi agit sur la paix par sa capacité à créer un espace d'expression des élites locales et à promouvoir la démocratie locale. Enfin, la décentralisation agit sur la paix par sa capacité à promouvoir les potentialités et le développement local. Donc, au terme de cette analyse, l'on constate que la mise en perspective des problèmes sécuritaires impose une approche à la fois rétrospective et sociologique des facteurs ayant conduit à la cristallisation des crises et au renouveau de la décentralisation en Afrique francophone. Si, dans les années 90, le professeur Ali Sédiaré pouvait écrire que la décentralisation signifiait la revanche des territoires, il est clair qu'aujourd'hui, au regard de l'acuité de la crise sécuritaire, la décentralisation devrait être le sauvetage des territoires par un vrai État, structurellement et fonctionnellement à la hauteur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, il paraît aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il y a lieu d'affirmer cette citation, car le professeur Mamadou Lamine Dambélé en est l'incarnation. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites avec le professeur Bakary Camara pour le développement de la recherche scientifique. Et merci pour ces cours qui nous édifient à plus d'un point.